Bonjour, vous êtes les bienvenus à ce cours sur le filtrage numérique. Je vous rappelle que c'est un cours qui entre dans le cadre d'une formation à distance. Donc, un filtre numérique, ça rejoint un petit peu ce que nous avons vu, ce que nous avons dit au niveau du filtrage analogique. C'est un système qui effectue des opérations mathématiques, cette fois-ci non pas sur un signal qui est continu dans le temps, continu en amplitude, mais il effectue des opérations sur une séquence, sur un ensemble, on va dire, des valeurs discrètes prélevées à des instants discrets. Donc, sur une séquence discrète, bien évidemment échantillonnée, pour réduire certains aspects du signal ou bien augmenter d'autres. C'est-à-dire, on peut supprimer des parties, on peut laisser des parties, hein, tout dépend de ce que vous voulez faire avec ce filtre. Donc, on peut décrire des filtres par plusieurs caractéristiques. Question de linéarité, et cette notion, on l'a déjà vu dans le cours sur le filtrage analogique, au niveau de l'entrée, au niveau de la sortie. Donc, cette notion de linéarité, ça veut dire que euh, le fait que j'injecte sur l'entrée un signal et je mesure à sa sortie un autre signal, c'est-à-dire la même chose peut s'effectuer si je prends un nouveau signal qui est sous forme d'une composition linéaire. C'est ce que j'ai mis A S1 plus BS2 ou bien AE1 plus BE2. Je vais récupérer à la sortie A S1 plus BS2. Hein? D'accord? Et ça tant que les coefficients A, B sont réels. La variance dans le temps, exactement, c'est ce que nous avons vu en termes de décalage dans le temps. Filtre adaptif et ou par rapport aux filtres non adaptifs. Les filtres récursifs, tout ça, on aura l'occasion de les voir par la suite. Les formes directes, les formes cascades et les formes parallèles de ces filtres. Et maintenant, on va dire que la remarque principale sur les filtres numériques, c'était la même chose que pour les filtres analogiques, c'est que nous allons considérer que notre filtre est un filtre qui est linéaire, hein, invariant dans le temps. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire dorénavant, tous les filtres qui seront abordés dans ce cours seront des filtres de type linéaire. Hein, c'est un filtre, c'est un système tout d'abord numérique. Deuxième chose, il est linéaire. Et troisième chose, il est invariant dans le temps. C'est-à-dire que c'est un système qui va respecter, on va dire, trois choses principales. D'accord? Donc, si je prends la linéarité, donc un système ou un filtre est dit linéaire lorsqu'il respecte deux choses principales. La première chose, c'est l'homogénéité et l'additivité. Donc l'homogénéité, c'est-à-dire si je prends un système où l'entrée, c'est une entrée discrète, la sortie également, elle est discrète. Si je multiplie mon entrée avec un coefficient A réel, je peux récupérer à la sortie un signal de sortie avec la même constante ou avec le même coefficient. Passons maintenant à l'additivité, la deuxième propriété de linéarité. Si je prends un premier système avec une certaine réponse et l'entrée, on l'appelle E1K ou la sortie c'est S1K, je prends un autre système, enfin je prends le même système, c'est pas un autre système, le même système, et maintenant j'injecte un signal E2 et je récupère un signal S2. Également, je peux généraliser jusqu'à l'ordre n, c'est-à-dire je prends le même système. Si je dis le même système, ça veut dire que je parle de la même réponse.
hein, c'est la même réponse. Donc, si je prends le système, ce système, où l'entrée elle est mise sur En, là, je peux récupérer à la sortie un signal Sn de k. Et par conséquence, qu'est-ce que je vais dire? C'est toute combinaison linéaire entre les différentes entrées avec des coefficients AI qui sont réels, on va la retrouver ou bien elle va se reproduire de la même manière à la sortie. Hein? Une combinaison linéaire des différentes entrées avec des coefficients réels va se traduire de la même manière à la sortie de système. L'invariance dans le temps. Bon, l'invariance, c'est-à-dire que si mon système, à chaque entrée, je récupère une sortie, donc à chaque entrée décalée, à chaque entrée retardée, je peux récupérer un signal qui est toujours retardé avec le même décalage temporel qui est le grand T. Par conséquent, si mon système discret ou si mon système numérique respecte ces deux critères d'homogénéité, enfin, les deux critères de linéarité et d'invariance dans le temps, hein, je répète, deux critères. Le critère de linéarité, et dans ce critère de linéarité, nous avons deux sous-critères, c'est l'homogénéité et l'additivité. Donc, en plus du premier critère, si nous avons un deuxième critère qui est l'invariance dans le temps, on va qualifier que notre système numérique est un système linéaire invariant dans le temps, ou bien ce qu'on appelle les SN-lit. Donc voilà dorénavant, tous les montages, tous les schémas, tous les systèmes, tous les filtres seront des filtres numériques, linéaires, invariants dans le temps. Bien évidemment, à chaque entrée E de K, on va récupérer une sortie S de K. Et bien évidemment, le système est caractérisé par sa réponse, H de K. Donc, la réponse H de K, on va dire que c'est pas du tout simple de la déterminer. La réponse, je parle d'une réponse dans le temps discret. C'est pas évident de la trouver, tout simplement parce que nous avons la même difficulté, c'est que notre notre réponse temporelle, elle est en produit de convolution avec l'entrée, ce qui complique un petit peu sa détermination. C'est-à-dire, si je prends le signal de sortie de ce système, je trouve que c'est un produit de convolution discrète entre l'entrée et le h de k. Donc, à ce niveau-là, on pense à un deuxième outil, comme l'outil qui a été utilisé pour les filtres analogiques qui est Laplace, ou bien Fourier. On peut utiliser un deuxième outil qui est la transformée en Z, et comme ça, le produit de convolution sera transformé en un produit simple. Je crois qu'avec cette relation-là, c'est facile de déterminer la réponse H de Z, et par la suite, on peut appliquer ce qu'on appelle la transformée en Z inverse. Ça permet de retrouver la réponse H de K. Donc H de Z, grand H de Z et H de K, ce sont des réponses. H de Z, c'est une fonction de transfert de système, et H de K, c'est une réponse intuitionnelle. C'est une réponse intuitionnelle, mais dans le domaine temporel. Donc, tout d'abord, passons-nous à une chose très importante, c'est ce qu'on appelle la stabilité des filtres numériques. Donc, on dit qu'un filtre linéaire numérique est stable si et seulement si sa réponse intuitionnelle est absolument convergente. C'est-à-dire cette condition, donc cette expression mathématique, ça dit que la réponse intuitionnelle, elle est convergente. Donc ça, on a l'habitude de travailler avec des signaux qui sont convergents, avec des fonctions qui sont convergentes. Donc s'il vérifie ce critère-là,
cette inégalité, on dit que c'est un signal ou bien que c'est une réponse qui est convergente. Donc, si je prends un exemple, je considère deux systèmes, S1 et S2, deux systèmes avec des réponses différentes H1 et H2, parce que j'ai deux systèmes différents. Donc, le premier système est représenté par sa réponse H1 de K, le deuxième système est représenté par sa réponse H2 de K. Donc, on peut facilement vérifier que l'équation 1, en utilisant l'équation 1, on peut vérifier que S1 il est stable et que S2 il est instable. Donc, comment? Donc, c'est tout simplement, si vous faites la sommation de la réponse du module de la réponse, vous allez trouver qu'elle n'est pas du tout convergente. D'accord? Donc, maintenant, passons aux principaux filtres numériques. Donc, pour les filtres invariants, la sortie est liée à l'entrée par une équation de convolution discrète. Donc, autrement dit, la fonction donne la sortie est une combinaison linéaire de S de K et de E de K de la forme suivante. D'accord? Donc, la caractéristique principale d'un filtre numérique, d'accord, c'est que la sortie à l'instant K, elle est liée à l'entrée E à l'instant K par ce système-là. C'est une sorte d'équation aux différences. C'est une équation qui relie, on va dire, la sortie avec l'entrée, voire les différentes entrées, les différentes entrées décalées dans le temps, et ça peut également être en fonction des différentes sorties décalées. D'accord? Bon, le fait que notre système a une équation aux différences où il y a une sortie précédente, je pense automatiquement à cette notion de contre-réaction. C'est-à-dire, je ramène le signal de la sortie et je l'injecte à l'entrée. D'accord? C'est ce qu'on appelle la contre-réaction. Bon, parfois, c'est quelque chose qui est très important, cette contre-réaction, parce que ça permet d'augmenter le gain, parfois lorsque le gain il est faible. Donc, voilà notre équation qui gère ou qui régit notre système discret. On l'appelle équation différentielle, équation aux différences, et on laisse l'équation différentielle pour l'équation dans le régime analogique. Je crois que l'équation différentielle, ça représente la même chose, ça représente la sortie avec l'entrée, avec les différentes entrées. D'accord? Donc, ici, nous allons discuter de grandes familles de filtres. Selon que cette partie-là reste ou selon qu'ils disparaissent. D'accord? C'est-à-dire que soit que j'ai uniquement cette première partie, et là, je travaille avec une première famille de filtres, soit que j'ai le deuxième terme et par conséquent, j'ai une deuxième famille. Passons maintenant à la première famille des filtres numériques. C'est ce qu'on appelle les filtres récursifs. Donc, pour ces filtres, au moins un coefficient BI est non nul. D'accord? C'est-à-dire, on va voir que si je prends l'équation aux différences d'une manière générale, c'est-à-dire, au moins, j'ai un coefficient BJ qui est non nul. C'est-à-dire que j'aurai, en plus de la sortie à l'instant K discret, j'aurai une autre sortie à l'instant SK-I ou bien moins J. D'accord? Là, j'aurai au moins
un coefficient non nul. Donc ça, on appelle un filtre récursif, c'est-à-dire que la sortie du filtre ou du système, il dépend, en plus des différentes entrées, il dépend également d'une sortie, on va dire, précédente. Donc ici, je représente notre filtre, un filtre récursif, ou ce qu'on appelle un filtre R2I. Donc là, vous avez une entrée et vous avez une sortie, et vous avez cette contre-réaction, ou bien cette réaction qui est de S de K vers le filtre. On va donner quelques exemples pour mieux comprendre. Donc, lorsque vous voyez ce genre de filtre, ce sont des filtres récursifs. Donc, je résume. Un filtre est dit récursif lorsque la sortie S de K, elle dépend des différentes entrées et elle dépend des sorties précédentes, au moins d'une sortie précédente. Donc, ces filtres sont également connus sous le nom de filtres à réponse impulsionnelle de durée infinie. Autrement dit, ces filtres sont caractérisés par des réponses impulsionnelles dont les échantillons H de K ne sont pas nuls sur l'intervalle infini. Donc ça, c'est une sorte d'explication de c'est quoi un filtre récursif. Donc si je prends maintenant les filtres non récursifs, là, tous les coefficients BI sont nuls. Hein? D'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas de sortie précédente. D'accord? Donc, on appelle ça un filtre récursif. C'est-à-dire, si je prends l'équation précédente, je vais trouver que S de K, elle ne dépend que des différentes entrées E de K, moins I. E de K moins 1, E de K moins 2, etc. Donc, ce genre de filtres, on les appelle des filtres non récursifs. Donc, ce sont des filtres à réponse impulsionnelle, on les appelle des filtres RIF. D'accord? Maintenant, passons à la notion de fonction de transfert qui peut nous aider à dégager les informations ou étudier la stabilité des systèmes. Donc, pour cela, on va rester toujours branché sur des filtres qui sont linéaires invariants dans le temps et qui sont caractérisés par ces équations-là, hein, d'une manière générale. Donc, je laisse l'équation d'une manière générale. Donc, c'est ça l'équation d'une manière générale. On peut faire sortir le S de K pour retrouver l'équation numéro 2. Donc, l'équation 3 et l'équation 2, c'est pareil. D'accord? Donc, si je prends cette équation-là, d'accord, je vais essayer de l'ouvrir pour faire apparaître la sortie, comme c'était le cas précédent. Sauf que ici, je ne vais plus commencer de j égale à 0, mais je vais commencer de j égale à 1. Donc voilà, c'est une sorte, j'ai développé ça. D'accord? Donc là, si j'ouvre cette sommation, ça va donner B0 S de K plus la sommation de j allant de 1 de bj, sk moins j, mais n'oubliez pas que le B0, je vais la diviser par tout. Voilà. Donc si je prends pour simplifier B0 égale à 1, je me retrouve avec cette forme un petit peu simplifiée. Donc voilà la sortie du signal, hein, quel signal R2I, où la sortie S de K, elle ne dépend pas uniquement des entrées, mais il dépend également des sorties précédentes. Donc, si je prends les filtres non récursifs, je me débarrasse des sorties, d'accord? Et on va appliquer la transformée de Laplace à cette équation, à l'équation, je dirais, précédente. Donc, sachant que nous avons vu précédemment que les BJ, ce sont des constantes,
Donc la transformée de Z ne s'applique que sur les signaux. D'accord? Et par conséquence, le résultat, c'est que S de Z, hein, si je prends ça, c'est S de Z. S de K a pour transformer en Z, c'est S de Z. D'accord? La sommation reste la même. Et le EK moins I, la transformée de Fourier de E moins KI, c'est EZ fois les AI fois les Z moins I. Et comme ça, je peux faire sortir, on va dire, le EZ. Et ça nous permet d'avoir une forme qui est prête, vous voyez, qui est très simple pour qu'on puisse dégager ce qu'on appelle la fonction de transfert. Parce que la fonction de transfert, ça demande un rapport de sortie S de Z sur l'entrée E de Z. D'accord? Donc je répète, cette expression que nous avons trouvée, c'est une application directement de la transformée en Z. Hein? C'est la transformée directe de cette équation. Hein? Regardez cette équation. Si je l'ouvre, ça va nous donner A0 EK moins 0 plus A1 EK moins 1. Si j'applique la transformée en Z, ça va donner E1 A0 E de Z plus A1 Z moins 1 E de Z plus A2 Z moins 2 E de Z. Et de ce côté-là, j'aurai toujours B0 S de Z plus B1 Z moins 1 S de Z. Et là, je vais me retrouver de part et d'autre des termes qui se répètent, EZ et SZ, je factorise, et je vais trouver ça. Voilà, c'est facile de retrouver cette équation-là, d'où on obtient la fonction de transfert donnée par l'équation 5. D'accord? Donc, dans le cas particulier des filtres non récursifs, notre fonction de transfert, elle est donnée par cette expression. Mais dans le cas des filtres récursifs, la fonction h de z sera un rapport. D'accord? Donc nous sommes en présence de deux formes, de deux types de filtres. Soit le filtre est non récursif, donc voilà la fonction de transfert. Soit que le filtre est récursif, la fonction de transfert sera cette fois-ci, c'est un rapport, c'est un quotient de deux sommations AI par rapport à BI. C'est ce que nous avons vu ici. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est l'équivalent de cette équation, sauf que ça, c'est une équation, c'est une fonction de transfert pour un système non récursif, alors que celle précédente, ça correspond à un filtre qui est récursif. Maintenant, on peut réaliser des filtres, des filtres numériques à l'aide d'un certain nombre de composants électroniques. Donc, la réalisation de ces filtres-là se base principalement sur des éléments suivants, bien sûr les éléments suivants. Donc, un retardateur qui va essayer de convertir un signal en un signal retard, un multiplieur pour multiplier avec ses constantes réelles, et un additionneur pour sommer. Regardez cette expression-là. Regardez là. Donc, Z-I, ça traduit un retard. Si je la multiplie, donc si je veux savoir ça, donc j'aurai besoin d'un ou des retardateurs. Pour multiplier avec AI, j'aurai besoin des multiplieurs. Et si je veux sommer tout ça, hein, j'aurai besoin un additionneur ou bien des additionneurs. Donc tout dépend de ce que vous voulez. Donc, pour les filtres non récursifs, on va utiliser voilà sa sortie. Donc à partir de cette sortie, à partir de cette équation, on peut réaliser directement le filtre en utilisant
les composants que nous avons mentionnés précédemment. Et nous allons obtenir le schéma sur la page suivante. Voilà. Donc ici, regardez bien, vous avez une entrée. Cette entrée, lorsqu'elle traverse le T, à sa sortie, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens EK-1. D'accord? Donc ici, c'est EK. Ça, je vais la multiplier avec A0 et je vais la faire entrer ici. Cette EK, elle traverse un retardateur. Elle est là, elle devient EK-1. Je vais la multiplier avec A1 et ça sera comme une autre entrée. EK-1, lorsqu'il traverse le T, elle devient EK-2. Je vais la multiplier avec A2, ainsi de suite. Donc finalement, si on veut réaliser un montage électronique de ce filtre-là, on a besoin d'un certain nombre de retardateurs, d'un certain nombre de multiplieurs et d'un sommateur ou de plusieurs sommateurs. Passons maintenant au filtre récursif. Donc, un filtre récursif, c'est-à-dire que la sortie ne dépend pas uniquement des entrées, mais elle dépend également des sorties précédentes. Et comme nous avons dit pour le cas des filtres non récursifs, on peut réaliser un filtre en utilisant les composants élémentaires précis. C'est là. Là, c'est un petit peu difficile parce que nous sommes en présence des sorties précédentes. Regardez, là, ici, je prends cette sortie-là et je vais à chaque fois lui appliquer un retardateur. Donc, ça va nous donner SK-1 avec B1. Ici, lorsqu'elle traverse, ça devient SK-2 multiplié. Lorsqu'elle traverse, ainsi de suite. C'est-à-dire que ces retardateurs, les retardateurs du bas, c'est pour, on va dire, retarder les sorties. Et le retardateur en haut, c'est pour retarder les entrées. Et là, il suffit de combiner le tout. Donc ici, comme vous voyez, j'ai un certain nombre de retardateurs pour les tâches d'entrée, pour les tâches de sortie. J'ai un certain nombre de multiplieurs pour l'entrée, pour la sortie. Et là, j'ai un certain nombre de sommateurs. Ici, c'est le cas de 3 sommateurs. Donc, bien évidemment, dans la réalité, on ne va pas se retrouver avec un certain nombre très grand de ça. D'accord? Donc, généralement, on se retrouve avec un certain nombre limité, que ce soit des entrées, que ce soit des sorties, et par conséquent, la réalisation elle sera très simple. Ici, c'est le cas général. Et donc, si on veut se rapprocher de la réalité, il faut juste mettre un cadre, un rectangle, pour ne laisser que l'entrée EK et la sortie S2K. Comme ça, on est tranquille que ça représente un filtre avec son entrée, avec sa sortie. Et il faut quand même faire apparaître cette contre-réaction pour qualifier est-ce que c'est R2I ou bien c'est le RIF. Passons maintenant aux filtres numériques à convolution qui ne sont pas vraiment très utilisés dans notre cours pour cette année. D'accord? Donc, on l'a déjà quand même signalé au départ, c'est que dans le cas des filtres linéaires invariants dans le temps, la sortie peut être obtenue par un produit de convolution de l'entrée par la réponse impuissonnelle. Donc voilà, en quelque sorte, cette sortie. Donc, dans le cas de n échantillon, le filtre peut être réalisé comme le montre le schéma suivant. Donc, c'est une sorte de convolution entre les différentes les entrées avec les différentes H de K retardées. Hein. Donc ça, c'est un filtre, on va dire, toujours il y a cette notion d'utilisation des multiplieurs, de retardateurs et de sommateurs. Mais gardez, ce que vous devez noter, c'est que les deux types de filtres qui sont très utilisés, c'est les filtres RIF et R2I, les filtres récursifs, non récursifs et les filtres récursifs. Donc non récursif, ça veut dire qu'il n'y a pas de
la sortie ne dépend que des entrées. Et filtre récursif, c'est que la sortie, elle dépend en plus des entrées, elle dépend des sorties précédentes. Donc là, c'est bien d'utiliser MATLAB comme étant un logiciel très adapté pour le traitement du signal. Donc, si je prends un système numérique linéaire invariant dans le temps et j'essaie d'utiliser la syntaxe MATLAB, donc si je prends par exemple cette fonction de transfert, d'accord? Donc, soit on peut vous donner la fonction de transfert directement, soit on vous donne l'équation de différence. Là, vous allez appliquer la transformer en z et retrouver cette fonction de transfert. Ici, c'est une fonction de transfert qui correspond à un système récursif. D'accord? Donc, c'est clair que vous avez le numérateur et le dénominateur, vous avez les différents coefficients d'entrée et de sortie. Donc, ici, on utilise cette commande. La commande suivante. Donc H, ça représente la réponse du système. T, ça représente le temps. D'accord? B, ça représente le vecteur qui contient ses coefficients A0, A1 jusqu'à A1. C'est un vecteur qui contient A0, A1 jusqu'à AZ. Et le A, c'est le dénominateur et le B, c'est le numérateur. Donc A, c'est le dénominateur, les coefficients du dénominateur et les B. Et le B, c'est un vecteur qui contient tous les coefficients du numérateur. D'accord? Donc ça, si on tape, on utilise cette commande, ça nous permet de mesurer et de déterminer la fonction de transfert. La fonction de transfert, c'est-à-dire, on va dire ici, c'est une réponse intuitionnelle. C'est ça ce qu'on veut finalement. C'est une réponse intuitionnelle d'un système d'une manière générale. Ici, c'est un système avec des entrées, avec des sorties. C'est un système, on va dire, récursif. Donc, parfois, on peut trouver des commandes comme ça. Il y a cette n qui apparaît. Donc, c'est tout simplement, lorsqu'on trouve cette commande, c'est-à-dire, c'est un calcul, c'est toujours un calcul de la réponse intuitionnelle, mais cette fois-ci sur n échantillons. D'accord? C'est sur n échantillons. Il suffit de mettre help sur MATLAB, vous tapez la syntaxe suivante, vous allez trouver que qu'est-ce qu'il signifie en anglais. Donc ici, ça permet de calculer, on va dire, la réponse intuitionnelle sur n échantillons. Et si on trouve également cette dernière commande, c'est-à-dire il y a fs qui s'ajoute, là ça permet de calculer toujours la fonction de transfert sur n échantillons et fs ça permet de mettre un décalage de temps, c'est-à-dire le temps, un décalage, sorte de période entre les échantillons, et ce décalage dans le temps, c'est 1 sur fs. D'accord? Donc ça permet, donc fs, ça nous donne une idée sur le décalage entre échantillon et échantillon. Donc j'explique les commandes par un exemple. Donc déterminer et représenter graphiquement la réponse intuitionnelle d'un slit définie par l'équation suivante. Donc voilà, j'ai une équation. D'accord? Donc j'ai une équation. Là, vous voyez bien que c'est un système récursif. Vous avez une sortie à l'instant n et vous avez une sortie à l'instant n-1. Donc là, tout d'abord, nous sommes en présence d'un filtre récursif. Bon, si on veut tracer ça en utilisant les commandes précédentes, on n'a qu'à appliquer la transformer en z. Donc S, je la transforme en y. S, c'est toujours y.
E, c'est X, E, c'est X, E, c'est X. Bon, c'est juste, c'est une manière. On pouvait laisser grand S de Z, grand S de Z fois Z moins 1, mais c'est pareil. Donc, si je factorise avec le Y de Z, ça nous donne 1 moins 0,9 Z moins 1. Et si je factorise par X de Z, ça nous donne la même chose. Et là, je peux former notre fonction de transfert, qui est le rapport Y sur X. Et en faisant l'analogie avec la commande précédente, donc B, c'est l'ensemble des coefficients 0,3, 0,6, 0,2. Et le A, c'est l'ensemble des coefficients 1, moins 0,9. Donc là, maintenant, c'est simple, il suffit juste de taper cette commande. Hein? Vous donnez le B, vous donnez le A, vous tapez cette commande et vous mettez le grid pour qu'il donne un petit peu ce partage de l'écran, de la courbe, et vous utilisez le STIP, c'est l'équivalent du plot pour le cas continu. Donc le STIP, ça permet de tracer séparément les différents échantillons. Donc voilà la réponse intuitionnelle d'un filtre dans le temps. D'accord? Si je prends un autre exemple, par exemple celui-là, donc le B, c'est un vecteur contenant deux coefficients 1 et 0,5. Le A, c'est un vecteur contenant trois coefficients 1, moins 1,8 cosinus pi sur 16 et 0,8. Et on utilise la même chose. Ça nous permet de tracer et d'utiliser le STIM pour tracer également la réponse intuitionnelle. Donc voilà, rendez-vous à la série de TD. Comme ça, on va expliquer plus sur des exemples concrets. Donc j'attends vos commentaires, vos remarques sur ma chaîne YouTube. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous à la prochaine vidéo.